pleine prod. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de High Kick dans ton podcast. C'est le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Aujourd'hui, nouvel épisode solo des 3 films préférés de mon invité. Un contexte un peu spécial puisque là on est quasi en extérieur avec mon invité. On est pas loin d'un jardin super joli de Saint-Jean-de-Luz. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a un peu de bruit de fond parce qu'il peut y avoir des gens qui passent, voilà, des voitures qui klaxonnent. Voilà, on est à la cool et mon invité c'est ni plus ni moins que Julien de l'Envers du Manga. Salut Julien, comment ça va? Ben ça va très très bien. Je suis ravi d'être sur cet épisode. Ce fut un chemin de croix pour se mettre d'accord, pour trouver le temps nécessaire à faire cet épisode. Étant fan d'arts martiaux et de films des années 80-90, je suis ravi de partager mes films préf avec vous, chers auditeurs. Je suis chaud patate, vous êtes pas prêts, ça va péter. Ouais, tu nous as fait une sélection aux petits oignons. Ouais, c'était galère de se capter, mais du coup on a quand même réussi parce que moi je suis itinérant donc je suis venu à toi. Et puis voilà, puis on va faire un truc assez cool. Alors déjà pour se chauffer un petit peu la voix là, tu vas un peu parler, je vais t'écouter. 2 petites questions qui sont rituelles. Tu as dû les préparer, mais si tu connais l'émission, du coup tu dois savoir lesquelles je vais te poser. La première déjà c'est est-ce que tu as déjà pratiqué des arts martiaux? Si oui, lesquels? Et après, je te demanderai, on y reviendra tout à l'heure, de t'avoir tes premiers souvenirs de films d'arts martiaux. Et ça va nous emmener directement vers, justement, les 3 films que t'as choisis. Donc vas-y, je t'écoute. Déjà, commencer par les arts martiaux. Est-ce que tu en pratiques? Est-ce que t'en as pratiqué? Dis-moi tout. Alors, tout petit, j'ai pratiqué un peu de karaté, un peu de judo, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, je suis vraiment pas du tout arts martiaux petit, je suis plutôt du tennis. Vraiment, ça n'a rien à voir avec les arts martiaux. Et puis, récemment, je voulais vraiment me dépenser, pas finir comme un gros tas. Donc, je me suis mis à la boxe anglaise. J'ai un souci avec les pieds, moi. Je déteste lever la jambe. Donc j'ai pas la souplesse ça vient quand ça veut. Je n'ai aucune souplesse, j'ai zéro souplesse, donc moi taper avec les poings ça me fait du bien. Peut-être que je choisirai autre chose l'année prochaine, peut-être que les horaires me conviennent pas, mais en tout cas la boxe ça fait du bien. Taper sur un sac ou taper sur quelqu'un, ça défoule. Mais de mémoire je crois que c'est en musique en plus que tu fais ça, non? C'est en musique, toujours avec du rap américain. Tu sais qu'il y a un acteur très connu des séries B, un des acteurs favoris de Jazz. D'ailleurs, on dit bonjour à Jazz au passage. Billy Blanks, qui à la fin de sa carrière d'acteur a lancé le Taibo, qui est en fait un mix entre le karaté et le taekwondo, un peu de boxe et sous fond musical. Et ce mec-là a fait fortune parce qu'il a vendu des millions et des millions de cassettes vidéo où il montre aux gens comment s'entraîner en musique en faisant des arts martiaux. Donc tu fais peut-être un courant du Taibo, peut-être. Ok, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, je pense, c'est le kendo. T'en parlais dans un podcast avec un membre d'un podcast avec les films préf. Le pitch était presque parfait. Ouais. Oui. Et je trouve que le kendo c'est une bonne façon d'allier un peu le manga, le sport, dégainer un katana. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors l'équipement est un peu cher et tout, mais commencer à 40 ans, pourquoi pas? J'aimerais bien me battre au sabre en fait, avec un sabre en bois. Ça peut être sympa. Ouais, après tu sais que dans ce que je disais aussi dans l'émission, c'est que l'aïkido te permet aussi de faire des combats au katana. Après, il faut apprendre aussi les clés, les prises et compagnie. Mais tu as possibilité aussi, il y a des variantes où tu peux aller vers du kendo un peu. Donc ça, faut demander au club parce que je suis pas sûr qu'il y ait des purs clubs de kendo à 100%. Je suis pas sûr que ça existe. Enfin, il doit y en avoir, mais dans des petites villes comme la tienne ou la mienne, moi, je sais qu'il y en a pas en tout cas. Ok, eh ben écoute, à voir. Alors moi j'ai vu un gars, une affiche, un flyer avec un asiatique qui dégainait un sabre et il y avait un courant japonais, un art martial japonais qu'il fallait contacter par mail. Eh ben je dis à vous chers auditeurs que je vais contacter par mail, mais c'était des horaires le midi. C'était un peu bête, c'était un peu le mercredi midi. Fais gaffe que ce soit pas un traquenard. Hein. Traquenard. Non mais ça peut être sympa, voilà. Allier un peu la passion du samouraï, du manga et puis pourquoi pas taper avec un sabre, ça peut être sympa. Trancher des bras, des jambes. Ouais, des ananas, C'est génial.
Ok, eh ben écoute, parfait. Si t'as rien à ajouter, moi ce que je vais te demander maintenant, c'est de réfléchir tes premiers souvenirs étant enfant, des souvenirs d'arts martiaux. Est-ce que c'est le cinéma américain? Est-ce que c'est plutôt le cinéma asiatique? Qu'est-ce que tu as comme souvenir avec ça? Alors évidemment, j'avais pas préparé cette question, mais évidemment je le savais. La première interaction avec un film, alors évidemment c'est une VHS, c'est chez un pote. Alors moi mes parents étaient pas non plus hyper ils étaient cool, hein. J'aurais pu voir n'importe quel film, j'avais des grandes sœurs, j'avais un grand frère. J'ai vu Seven, j'avais 10 ans, donc voilà, le mec traumatisé. J'ai vu Pulp Fiction, j'avais 12 ans. Ouais. Donc j'ai vu ce genre de film, mais moi j'étais dans le petit frère et j'avais un copain, un voisin qui m'a montré, attends, j'ai un film de fou, je vais te montrer un film de bagarre. Évidemment, c'est l'amour avec Jean-Claude Van Damme qui a commencé avec Bloodsport, quoi. Bloodsport direct, c'est direct la cassette, Bloodsport, les combats, les grands écarts. La fin quand il est aveugle, le sumo, le poing dans le bide du sumo, le ventre qui vibre et tout ça. Enfin, et puis Jackson quoi. Jackson qui pile le cassage de pierre, qui fait des blagues racistes. Ça joue aux jeux vidéo. Évidemment, Jean-Claude Van Damme récupère la meuf en lisant les 80. C'est la VF, c'est des genres de films que je peux pas voir en VO, c'est impossible. J'arrive pas à les voir. Alors que moi je me refais tout le cycle Van Damme en VO. Eh ben non, mais moi j'arrive pas à voir ce genre de film en VO. Okay. Tous les films comme ça, années 80, 90, je pense jusqu'au Seigneur des Anneaux, jusqu'au début des années 2000, je peux pas voir un film en VO. C'est impossible. Je zappe direct. Si j'essaye 10 minutes, ça me fait je comprends. C'est une gymnastique à prendre. C'est pas simple. Et c'est marrant que tu parles de Bloodsport parce que le Shidoshi de Van Damme dans Bloodsport est un des acteurs récurrents. Alors on parle de ça parce que au moment où on enregistre, moi je suis en plein dans la préparation de l'émission sur Une Flic de choc. Ça vous permet de placer cet épisode-là dans la temporalité parce qu'il risque de sortir un peu plus tard que prévu par rapport à Une Flic de choc. Ben sais-tu que il y a dans Une Flic de choc 1 et 2, il y a le Shidoshi de Van Damme qui est dedans. Et qui est pas japonais. Il est c'est pas un Tanaka, il est je crois qu'il est chinois et je suis en train de me poser la question s'il est pas taïwanais. Mais là j'ai un doute, mais en tout cas, il joue le rôle du juge dans le premier Une Flic de choc. Enfin, il joue dans les deux films, il joue un rôle de juge, mais avec une importance moindre, etc. Et tu le reconnais direct parce qu'il a exactement la même tête quoi. OK. Mais de toute façon, moi le premier rapport avec les arts martiaux, c'est quand même Jean-Claude Van Damme. J'ai une passion sans borne pour Jean-Claude Van Damme. Je suis très très fan, malgré ses problèmes de américain, anglais, français. On s'est foutu de sa gueule. Moi, j'ai une affection particulière pour le personnage. Et puis, on se rend compte très bien que quand on grandit, on devient adolescent. C'est pas le meilleur film d'arts martiaux du monde, mais vraiment cet épisode va montrer que chaque film dont je vous parlais, il y a quand même un ressenti, une histoire de ma vie aussi, et un moment de ma vie où j'ai eu des hauts et des bas. Et ça va parler aussi de moi. À travers les films, ce sera pas bien sûr un documentaire sur chaque film, un making of, mais Jean-Claude Van Damme. C'est ton making of. Jean-Claude Van Damme, excellent dans ce film, je l'adore. Et quand on s'est appris qu'il l'a remonté lui-même, les histoires, le coréen méchant, enfin Kissy, je crois que c'est l'acteur Kissy, ouais. Mais c'est extraordinaire. Bon, là t'as trop dit. Alors c'est quoi ton premier film? Annonce ton premier film. Alors c'est Kickboxer. Voilà, c'est Kickboxer. Le vainqueur et le champion du monde poids lourd, Eric Sloan, l'éliminateur. Les plus grands champions de boxe ne se battent ni à New York, ni à Las Vegas. Ils évoluent dans leur propre univers. Eric, retire-toi. Sous-estimer un tel adversaire est dangereux. J'ai vu ce type, j'ai vu son regard. Il est cinglé, il est complètement cinglé. Les affronter sur le ring est un suicide. Je suis le meilleur. Aujourd'hui, par amour pour son frère, cet homme doit pénétrer dans cet univers. Je peux vous aider. J'aimerais descendre et que vous m'appreniez le Muay Thai. Il doit apprendre l'humilité. Ils doivent entraîner différemment que vous. Votre défense est nulle. La foi. Écoute avec ton esprit, ton cœur, tout ton être. Et la vengeance. Ton frère. Tu te souviens?
Il faut toute une vie pour maîtriser l'art de survivre. Vous voulez combattre Tong Po? Kurt Sloan, lui, n'a que quelques mois. Par l'équipe de Bloodsport, un nouveau film avec Jean-Claude Van Damme. Je gagnerai ce combat. Pour toi et pour moi. Avec lui, t'es sûr de quitter le ring les pieds devant? Movie Group présente Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer. Vaincre ou mourir. Kickboxer, je suis extrêmement fan du film, on est en 89. Jean-Claude Van Damme est au mieux de sa hype, je crois. Là, il est vraiment au sommet de la vague de la fête. Il est pas tout à fait au sommet de la vague, je me Ouais. permets de préciser. Il est dans cette série de films qu'il fait pour la Canon. Exact. Et le sommet de la vague, on va dire, elle arrive plutôt quand il a commencé à bosser pour les grands studios, avec notamment Universal Soldier, Time Cop, etc. Là, il sera vraiment tout en haut, avant de bien dégringoler. Mais là, ouais, il commence à avoir une certaine notoriété, en tout cas dans le film d'action. Mais c'est des films qui fonctionnent, mais qui sont pas non plus des gros cartons. Mais ils sont rentables, c'est le principal. Ben écoute, Kickboxer 1 avec Jean-Claude Van Damme qui s'en va en Thaïlande. Et c'est ça, pour moi, qui m'a choqué à l'époque, c'est que le dépaysement. Le dépaysement, c'est le film qui vous amène dans un autre monde, dans un autre univers, avec ses us et coutumes, ses traditions. On voit vraiment un univers différent, et ça me rappelle beaucoup d'interviews, d'entretiens que j'ai vus, de gens qui vont là-bas, des combattants français, belges ou américains qui vont là-bas et qui racontent l'autre monde, la prostitution, l'alcool, les jeux, les combats clandestins, les bagarres et la bouffe aussi. Et puis c'est toute sa fierté, la fierté américaine qui est mise à mal parce que Jean-Claude Van Damme accompagne son frère Kurt Sloan, qui est un grand champion, je crois que c'est du kickboxing, de boxe française. Alors, Kurt, c'est Van Damme. Oui, Kurt, c'est Van Damme. Et Eric, c'est son frère. Voilà, Eric, c'est son frère. Et donc, il accompagne Kurt Sloan, joué par Jean-Claude Van Damme, accompagne Eric, qui est nouveau champion du monde. Qui est un vrai champion de kickboxing. Et pour la petite anecdote, j'aime bien la raconter. Il a affronté Don the Dragon Wilson dans un combat, et c'est Don the Dragon Wilson qui a gagné. Voilà. Donc, il faut le souligner quand même. Voilà. C'était important. Et Eric Sloan, qui est champion très fier, très américain, moustache, qui se bat bien et tout ça. Mais bon, il y a un intervieweur qui lui dit, attends, en Thaïlande, ça se bat pas comme ça. Il y a de la bagarre, c'est de la vraie bagarre, c'est du vrai du kickboxing. Et donc, dans toute sa fierté, Eric Sloan va, avec son frère faire une petite tournée en Thaïlande, faire 2-3 combats, et là Jean-Claude Van Damme alors je vais employer le mot de Jean-Claude Van Damme. Moi je fais plus la différence entre l'acteur et le mec, et Jean-Claude Van Damme, là il se dit ça marche pas, ça va pas le faire, ça utilise les coups de coude, c'est beaucoup plus violent, il y a des espèces de musique. J'ai écouté un interview de Jean-Charles Skaborski, ouais, qui racontait cette musique lancinante, hyper stressante, quand vous combattez, dès que ça combat dur, la musique. Donc c'est très imprégné d'une culture vraiment qu'on ne connaît pas. Et en tant que gamin, vous avez 10 ans, vous devenez fou. Je devenais fou. Surtout quand Eric Sloan demande à son frère d'aller chercher de la glace, et là on voit Tong Po qui tabasse contre un culte, contre un poteau là, et là on se dit oula, ça va mal finir. Évidemment ça finit mal. Le film est génial parce que c'est un peu ce que j'aime aussi dans les mangas, c'est le shonen où je rejoins un peu le manga, ma passion du manga et de Dragon Ball. C'est que Jean-Claude Van Damme va trouver un allié en je sais plus comment il s'appelle ce personnage, le Black, ancien du Vietnam, ancien barbouze. C'est Jackson aussi, je crois que Jackson. Je crois que ça s'appelle Jackson. On est un Américain, il s'appelle Jackson, qui va rencontrer Jackson, qui va lui faire rencontrer le maître. Et le maître va l'entraîner à la manière de Sangoku pour moi. Qui a, pour info, dans ce film-là, même pas 40 ans. Oui. Au moment où il tourne le film. Comme Miyagi. Je crois qu'il a 39 ans et il est vieilli pour le film. C'est un truc de ouf, hein, c'est comme Miyagi dans Karate Kid, quoi. C'est pareil, il est pas du tout vieux, quoi. Et donc, c'est parti pour un entraînement avec des noix de coco sous l'eau, avec accrocher de la viande à son falzar et le chien le poursuit. C'est que des entraînements de fou, dont un entraînement où ce fameux entraîneur légendaire, Maître Zian, lui fait boire beaucoup d'alcool, il danse, il y a que des scènes cultes. Kickboxer, c'est bourré de scènes cultes. Pourquoi j'ai choisi Kickboxer? Il fallait absolument que je choisisse un film de Jean-Claude Van Damme. Bloodsport, pour moi, c'est le premier film, c'est pas très abouti.
Ouais, c'est le brouillon. Ouais, c'est le brouillon. Et Kickboxer, niveau acting, niveau bagarre, niveau scène culte, ça a son lot. Et vraiment, il est en mode vengeance, Jean-Claude Van Damme. Il veut se battre, il veut battre Tong Po. Et tout ce qu'il a à faire, c'est apprendre le kickboxing, sauf que Maître Zian est une machine de guerre. Et Jean-Claude Van Damme est nul. Il a appris à l'américaine, il a pas appris à la dure. Et là, il va lui mettre un pantalon troué, un t-shirt dégueulasse, et il va courir, il va faire les courses, et ça va être génial. Et c'est génialissime. Les noix de coco, tirer sur des cordes pour lui écarter les jambes, toutes ces scènes sont cultes, et j'ai vu le film 36 000 fois, et à la cour de récré, on était là, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il rediffuser le film à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'oublie encore, mais dans la cité interdite, quand il va dans la cité interdite pour s'entraîner, comment on appelle ces bâtons où il y a des espèces de gants au bout pour l'entraîner. Ouais, là, j'ai pas le nom, mais je vois tout, enfin, il l'entraîne dans la cité interdite, il fait, écoute ton cœur et toute ton âme, c'est vraiment en mode shonen, il monte, jusqu'au boss final. Alors, on va pas spoiler. Bon, évidemment, c'est Jean-Claude Van Damme, donc il gagne. Oui, bon, on spoil. Mais évidemment, et la scène culte qui a été reprise, parodiée, notamment dans Hot Shot. J'en parlais encore avec un pote, il savait même pas que je faisais cette émission. Mais tu te rappelles dans Kickboxer, quand ils mettent les poings dans la glu et après ils mettent les poings dans la glace pilée. J'étais à la boxe et il y avait un gamin qui connaissait pas Kickboxer. Mais regarde Kickboxer. Il y a deux Asiatiques qui sont en train de pilonner la malle, de casser le verre, casse du verre avec des petits maillets comme ça, ils cassent, et ils se mettent là, oh là là. Bon, le combat final, j'avoue qu'il est un peu loupé. Surtout sur les cuts. Il est beaucoup trop monté, en fait. Il est beaucoup trop monté, il y a des cuts, les coups de pied, ta. Et j'adore quand il gueule le chevalier blanc, quoi. Pour moi, Kickboxer. Nantsuko, j'adore ce film. Évidemment, Tong Po, une grosse machine. Là, Kissy, qui va, si les gens connaissent pas trop l'anecdote, mais je pense qu'il a été obligé de se grimer à l'aéroport. Je sais pas si t'avais entendu parler de ça. Oui, bien sûr. Ouais. Donc je la rappelle. Hein. Il l'a multiple dit, répété dans plein d'interviews. Il a malheureusement, Mohamed Kissi, il est peut-être très sympathique, mais il a pas grand-chose à raconter sur sa carrière d'acteur, puisque ça s'est arrêté assez vite leur délire à deux pour que Van Damme après parte en solo. Je crois que le dernier film qu'ils font ensemble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Full Contact. Il joue dans Full Contact, il joue un homme de mer. Et après Full Contact, je crois qu'il y a plus de collaboration ensemble, parce que Van Damme va faire ses trucs en solo. Et forcément, quand il est interviewé, on l'interviewe tout le temps pour Kickboxer, et puis voilà, il raconte tout le temps la même anecdote. Mais vas-y, rappelle-la si tu veux. Ouais. Donc, si je la raconte bien, hein, je crois que le producteur Golan, je crois que c'est ça, était Marc Dissal. Marc Dissal était un gros raciste. Ouais. Jean-Claude Van Damme, il savait que son pote était rebeu, qu'il pouvait pas accéder au casting, donc il l'a grimé en asiatique et il a dit, le mec est super, quoi, sachant jamais que c'était un rebeu. Et donc on a cette scène culte, ce combat avec les flambeaux à l'ancienne mode, à l'ancienne façon, et un combat, bon, le cut est pas ouf. Tong Po finalement s'en prend, je trouve pas bizarre qu'il s'en prend à la meuf de Jean-Claude Van Damme, parce qu'il était pas sûr de lui quand même. Il s'en prend quand même à sa meuf, mais si, il la viole quand même. Oui, bien sûr. C'est dégueulasse, c'est moche. Quand t'es gamin à 8 ans, 9 ans, c'est chaud. Hein. C'est pas frontal, mais tu imagines qu'il lui fait un truc, quoi. Et Maître Zian, qui se fait libérer puis ça finit bien, voilà. C'est les films des années 80, faut que ça se finisse bien. Faut que le mec remporte le combat, venge son frère, il part avec la meuf, et puis Maître Zian, il lui fait un petit check, et puis voilà, c'est le film à l'américaine, quoi. Ouais. La base, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est un film, toi, pour aller un peu pas forcément dans ton sens, mais que j'aime beaucoup, parce que je l'ai vu comme toi un peu dans les mêmes conditions. Mais c'est vrai que, à la revoyure, c'est peut-être celui que, j'ai de plus en plus de mal, en fait, à le revoir. Parce que je vois tous les petits défauts. Il y a beaucoup de choses qu'il avait fait dans Bloodsport, qu'il a réutilisé dans Kickboxer. Parce que, il a testé les trucs dans Bloodsport et il s'est dit, je vais les réutiliser en mieux avec un autre truc. Évidemment, il y a des scènes cultes, forcément. Il y a plein de choses qui sont excellentes. Et c'est vrai que nous, là-dessus, moi, j'avais dit à Jazz, pour info Kickboxer, c'est notre premier épisode, quand on a lancé le podcast, il y a maintenant 2 ans. J'avais dit à Jazz, le combat de fin, il est bien, mais même problème que toi. À la revoyure, je trouve qu'il est ultra cuté. Il fait souvent les mêmes coups. Il est un peu long. Il est beaucoup interrompu par, ce qui se passe à côté du combat. Donc, ça te casse un peu la dynamique du combat. Et j'ai dit à Jazz, je trouve que
partie comment dire training montage est suffisamment culte pour la choisir en fait. Et je crois que c'est peut-être la seule fois dans le podcast où on a choisi le training montage. On l'a pas refait derrière parce qu'à chaque fois tous les films qu'on prenait, on avait matière à choisir une autre scène. Mais là en fait, je trouve que le training montage est tellement fort et tellement puissant qu'il dépasse en fait le combat final. Enfin, on a tous refait les comment dire bien sûr taper dans les poteaux, dans les machins, avec la musique qui est super, qui est culte, enfin qui est géniale. Et c'est un super film. Mais tu viens de le dire parce que c'est vrai que le combat final c'est pas le sel du film, c'est pas l'apanage du film, c'est vraiment l'entraînement et l'abnégation du gars qui va se venger. Et l'entraînement est génial. Moi j'avoue, sous l'eau, à la plage, là on n'est pas loin de la plage, on l'a tous fait, se battre, mettre des coups de poing sous l'eau, à la piscine, mettre des coups de pied effriter le mur, tu vois, essayer de friter le mur, écarter les jambes, non, ça, les noix de coco, balancer une noix de coco de 30 mètres sur un pote, non, sur le torse d'un gars. On n'a pas trop de noix de coco ici, donc ça va. Pas trop de noix de coco, mais imagine avec un ballon ou un ballon de rugby, mais je sais pas, mais non, mais le training montage et l'alcool, quand il boit de l'alcool, je trouve Jean-Claude Van Damme, il joue bien le mec bourré, quoi. Il joue bien le mec bourré, et puis, il joue très bien, et puis ça a pas vieilli pour moi visuellement, ça reste quand même qualitatif. Non, et puis il y a eu les DVD qui sont ressortis, enfin les Blu-ray qui sont ressortis chez ESC, qui ont refait en VHS box, tu dis. Qui a amélioré l'image. Non, je crois pas que Kickboxer ait bénéficié d'une VHS box. Je crois pas. Mais moi je l'ai récupéré dans un coffret avec 5 films dedans. OK. Que des Blu-ray, et pour le coup la qualité elle est vraiment top quoi, parce que c'est derrière ça améliore l'image quoi. Et est-ce que t'as vu les suites? Alors, on va en parler rapidement. Mais on en parle rapidement parce que, encore une fois, j'en parlais à un pote et je lui dis qu'il y en avait 7. Il me dit quoi? Il y en a 7? Alors, je me tiens à avancer comme ça, 7, 8, 9, je sais pas. Je sais qu'il y a l'héritage. Tu as raison. Alors, tu as raison. En fait, il y en a 5 qui sont dans la même continuité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont trouvé un subterfuge. Ils ont soufflé un frère. Pour connecter les films entre eux. Exact. Donc, il y a du 1 au 5 qui sont connectés, entre guillemets, même si tu veux voir les films indépendamment, mais il y a une connexion. Et après, il y a eu un reboot de la série. Avec un autre acteur. Et du coup, ils sont partis sur une autre saga qui va être une trilogie au final. Pour l'instant, il y a que 2 films et le dernier peine un peu à se faire. A priori, il sortirait cette année. Pas trop convaincu, mais il y aurait a priori, j'ai cru voir qu'il y aurait Scott Adkins dans cet épisode-là. D'accord. Affaire à suivre. J'ai dit à mon coach de boxe anglaise que dans un kickboxer, il y avait Ronaldinho et Mike Tyson. C'est dans le 2e épisode. Voilà. Qui est donc ils sont en prison. Donc et Héritage ou Vengeance. Ouais, je crois que c'est ça. Et alors Héritage c'est le premier, je crois, et Vengeance. J'en connais mes maîtres. Il est maître, ouais. Et le petit chapeau, les Alors, lunettes. Je vais même pousser le truc très loin. Le 1, moi, j'ai dit, ça va, ça passe, parce qu'en fait, c'est Alain Moussi qui reprend le rôle de Van Damme, et c'est Dave Bautista qui joue Tong Po. Exact. L'ancien catcheur. Et en vrai, ça passe. Moi, j'avais trouvé ça plutôt plaisant, même si je trouve que Alain Moussi manque un peu de charisme. Et je sais pas pourquoi ce film-là manque d'impact. Quand les coups partent et compagnie, on a l'impression que les impacts de Moussi sont pas dingues, quoi. Pourtant, il est très bon, le mec, hein. Et alors, le deuxième, c'est d'un what the fuck. Donc, comme tu le dis, il y a Ronaldinho, il y a Mike Tyson, il y a Christophe Lambert. Exactement, oui, exact. Et il y a, le boss de fin, c'est, l'acteur qui joue la montagne dans Game of Thrones. Ok. Tu vois, l'espèce de grosse marmule, là. Ouais, je vois, Et il sait pas se battre. Oui. Mais c'est juste une montagne de muscles qui donne 2-3 coups de poing et le combat paraît complètement démesuré et il arrive à le battre. Tu sais pas comment, mais il y arrive, quoi. Ok. Et c'est du n'importe quoi, ce film. T'as Van Damme, il se fait crever les yeux. Enfin, tu vois, ça part dans tous les sens. Enfin, on spoil, désolé. Mais bon, est-ce que vous avez envie de voir ces films? Mais je suis pas sûr. Je crois que j'ai aperçu Kickboxer 3, 4. Le 2, je l'ai pas vu. Tu m'avais fait dit que c'était Alors, le 2 est pas si mal. Pas si mal. En fait, le 2, pour vous faire dans le contexte, c'est Sacha Mitchell. Exact. Donc c'est Cody dans notre belle famille qui joue en fait le 3e frère Sloan. On apprend au début du 2 que Kurt et Eric Sloan sont morts puisque Tong Po s'est vengé et a tué les 2 frères. Donc lui, il apprend ça, il a son propre dojo, et l'histoire repart en le suivant lui. Et le 2 est plutôt correct, parce que le casting est cool, le maquillage de Tong Po, et ils ont refait un maquillage qui est pas aussi bien que le premier, mais ça passe. Et l'histoire est sympa. Franchement, Sacha Mitchell, là-dedans, il se bat plutôt pas trop mal, il a bien été coaché, enfin, tu vois, ça se tient la route. Et ça part en couille après. Le 3 est bof, c'est pas foufou. Il se délocalise, en fait, le film à Rio,
avec dans un trafic de mineurs. Donc voilà, mais où il commence à devenir un peu plus Cody en fait dans le délire. Tu vois, il est fun en fait, Sacha Mitchell dans ce film-là. Donc tu sens qu'il est entre deux saisons de Notre Belle Famille pendant qu'il tourne ça. Le 4, c'est un énorme nanar, mais à mourir de rire. Enfin franchement, nanar culte. Et le 5, c'est une petite série B, vraiment très classique, où en fait c'est Mark Dacascos qui a le premier rôle, et Mark Dacascos est un ancien élève ou un ancien pote du personnage de Sacha Mitchell, et qui du coup apprend sa mort. Il lit dans le journal que le personnage de David Sloan, c'est David Sloan d'ailleurs, est mort. Et du coup, oh mince, comment ça s'est passé? Et puis du coup derrière, on reçut une nouvelle histoire. C'est un film quand même assez mou, assez fauché, mais qui est quand même pas désagréable à voir parce que Mark Dacascos se bat bien. Voilà. Et après, ça se termine là. Mark Dacascos, il est cool. Oui. Il se bat très bien, quoi. Mais ça ressemble à une grosse bande démo quand même. C'est un peu l'histoire de ma vie adolescente ou ma vie de jeune adulte, c'est que les films comme ça, Cult Kickboxer Bloodsport ou les films de Schwarzenegger, Stallone et tout ça, j'ai toujours vu le premier, et après les 2-3 qui sortent en cassette, souvent ils capitalise un peu sur le film, complètement, et c'est des films comme ça que j'ai pas vu, quoi. Je vous rappelle que les tomes 1, les 2, 3, j'ai vu c'est des films de vidéoclub en plus. Oui, les vidéoclubs, moi j'ai pas trop eu affaire à des vidéoclubs, j'avais pas trop de vidéoclubs dans ma vie, donc c'était toujours quelqu'un qui achète une cassette, qui l'a passé à l'autre, qui l'a passé à l'autre, qui l'a passé à l'autre. Donc j'étais pas dans le délire cassette vidéo à les louer. Ça, c'est pas la mode ici, il y avait pas trop de vidéoclubs, c'est une petite ville aussi. Vous êtes bizarre dans le Pays Basque. Donc c'est toujours vu les premiers, les 2 voire, et puis les 3, mais après les 5, 6, 7, là je les découvre maintenant. Je savais pas que Kickboxer il y a à peine 5 ans, je savais pas qu'il y avait 4, 5, 6, 7 quoi. Ouais, mais franchement ça se mate. Je vais essayer. Je vais essayer de mater, quoi. On passe à ton deuxième film? On passe à mon deuxième film, et je me borne à me dire, les arts martiaux, les films d'action, les actionneurs, c'est Jean-Claude Van Damme, c'est Schwarzenegger, c'est Bruce Willis. C'est peut-être 2-3 acteurs un peu méconnus, mais il y a du Steven Seagal aussi, on le verra après. Mais il y a surtout, j'essaye de me connecter un petit peu avec la Chine. J'essaye de me connecter avec le monde asiatique. J'aime bien le manga, je suis très fan de manga. Je dis pourquoi pas aller dans ce monde-là. Et puis je tombe sur Il était une fois en Chine. Alors c'est pas Il était une fois en Chine le film, mais Il était une fois en Chine, je tombe sur. Alors, impossible de me souvenir. Là, c'est impossible, c'est improbable. Je tombe sur une chaîne comme M6, je crois, minuit, je dors pas, et je regarde ça et je suis complètement subjugué par Jet Li. Jet Li, il a une présence, un charme. J'adore Jet Li en termes d'artiste martial, c'est un de mes préférés. Je pense qu'il est meilleur que Jackie Chan. Et je crois qu'un jour, je t'ai demandé en privé, qu'est-ce qui se passerait s'ils se battaient en vrai? Ça, c'est une vraie question que je pose. Genre Jackie Chan et Jet Li à leur plus gros moyen. À leur prime, parce que tu dirais prime. Maintenant c'est compliqué. Non, mais à leur prime. Genre Jean-Claude Van Damme, est-ce qu'il bat je sais pas moi, Jet Li? Non, Jet Li non, pas du tout, parce que c'est un débat qui revient assez souvent. Van Damme en fait est quelqu'un qui a fait du karaté, qui a fait un petit peu de compétition, mais il y a un peu de mytho aussi là-dessus, on va se le dire, hein. Il est pas aussi titré qu'il a l'air de le dire, il a pas un passif entre guillemets de compétiteur aussi accompli qu'il a l'air de le dire, et c'est surtout un mec qui est gracieux dans son art martial, donc il sait bien se battre parce qu'il a su allier karaté et danse. Ce qui fait que derrière, ça rend plutôt bien. Mais aujourd'hui, si Jet Li devait l'affronter, je pense que Jet Li le dessoude. Oui. 100%. Oui. Et je t'avais même demandé qui dessoude entre Jet Li et The Rock. The Rock. Ah, The Rock. Par contre, Jet Li, Jackie Chan, pour répondre à ta question, je pense que c'est Jet Li aussi. Oui. Voilà. Évidemment. Parce que Jackie Chan a une formation avant tout de cascadeur, d'acrobatie. Il est kung fu aussi, il y a pas de souci. Alors que Jet Li a été vraiment formé au style vraiment traditionnel. Il a été titré pour ce qu'il a fait. Alors pas titré en combat, titré en démonstration, l'équivalent un peu des katas. Au karaté, mais en kung-fu du coup, et c'est quelqu'un qui est très très chaud en wushu, qui est une autre forme de kung-fu, et puis alors, je pense qu'à mon avis Jet Li est au-dessus. Oui, clairement au-dessus, ça se voit. Donc en fait, je vois Il était une fois en Chine, j'oublie ce film, je passe ma vie d'adolescent de jeune à regarder des films américains, et je retombe sur L'Arme Fatale 4, américain, mais avec Jet Li. Oui. Ah, magnifique. Jet Li dans L'Arme Fatale 4. Déjà, j'adore les armes fatales. Je suis très très fan. J'espère qu'ils vont pas faire un 5.
Parce que ce serait... Non, ils vont faire un 5, ouais, ça va être de la merde. J'ai entendu dire qu'il y avait un projet, mais qui serait peut-être tombé à l'eau. Mais je trouve que Jet Li, avec son chapelet, là, dans l'Enfant Fatal 4, il est extraordinaire. Il se bat trop bien. Et là, je me dis, attends, mais putain, mais j'ai oublié Jet Li, quoi. Jet Li, il a été une fois en Chine, et puis je commence à regarder des films de Jet Li. Baiser mortel du dragon, c'est pas les meilleurs. Danny the Dog, je suis très très fan. Mais Baiser mortel du dragon, je suis très très fan. Checky Cario, je suis très fan en boss français. T'es client, quoi. Je suis très client de ce genre de film. Ouais. Le billard, la prostituée, Danny the Dog, Morgan Freeman, exceptionnel. Je suis très fan. Jusqu'au jour où j'ai ma vie d'adulte qui commence, je dois quand même bosser. Je bosse énormément et je me rappelle comme si c'était hier. J'ai pas de repos. J'ai pas de jour de repos. Et je vais dans un tabac presse et je tombe sur, tu sais, ces DVD qui sont en vente avec un petit fascicule, avec un plastifié, sous plastique. sous blister. Si. Et là, je vois Le Maître d'Armes. Le Maître d'Armes avec les années 2000 plutôt, du coup. Les années 2000. Là, on est en ouais. 2007, 2008. Ouais. Le film est sorti en 2006, donc on est peut-être en 2009. Quand il passe en DVD pas cher, je crois que c'est, je sais pas moi, c'est 10 euros peut-être, ou J'ai 6 euros. aucune notion des prix qu'il peut y avoir à l'époque. Mais zéro Là, notion. j'avais acheté à l'époque, accroche-toi bien, dans le tabac presse. J'avais pas de vie. Je travaillais midi et soir, 60 heures par semaine, et je me baladais en saison au ski, et j'avais trouvé Inglourious Bastard de Quentin Tarantino, et Le Maître d'Armes. Et Le Maître d'Armes, que j'ai toujours, avec Quentin Tarantino, Inglourious Bastard, et je me mate Le Maître d'Armes. Exceptionnel. Exceptionnel. Et je me revois gamin, kickboxer, aller dans un autre monde, me dépayser, mais là je me dépayse pas en Thaïlande, en Chine, au début du XXe siècle. Et là je me rends compte qu'il y a un autre monde en fait. Je suis dans ma petite vie de Français qui fait des saisons, qui est cuisinier, je suis très heureux, mais je vois qu'il y a un autre monde, la Chine. La Chine au début du XXe siècle, Jet Li joue un maître d'arts martiaux, un mec qui se bat mais trop bien. Qui aurait a priori existé, qui est légèrement romancé évidemment, mais oui. Et donc dans cette histoire qui commence par la fin. J'aime bien le film, comment il est construit, c'est qu'il commence par la fin, il commence par un combat contre plusieurs spécialistes, plusieurs champions de puissance européenne qui ont mis le pied en Chine, et en fait Jet Li est un espèce de héros chinois qui va essayer par son art martial. Il y a même un japonais en face de lui, donc il y a un français, un anglais je crois, et un allemand je crois, c'est ça? Ouais, il y a 4 combattants, il y a un mec avec une hallebarde. Ouais, j'ai plus les comment dire, les nationalités. Il y a un boxeur. Ouais, mais spoil pas parce que celui-là, je pense que je suis pas convaincu que beaucoup de gens l'aient vu, ouais, même s'il a été bien exporté. Mais le concept, c'est de montrer en fait que le personnage de Jet Li détient l'art martial le plus fort et le plus puissant, exact. Et que du coup, il est en démonstration pour montrer que c'est lui le meilleur au final. Mais c'est pas même pas une démonstration, c'est que là ça joue à point et ça va se taper fort quoi. Oui, mais bien sûr, ouais, c'est une démonstration à l'époque quoi. Ici, ils font pas semblant quoi. Donc il affronte plusieurs champions, et avant d'affronter le champion ultime, le japonais vraiment classe et tout, eh bien on revient en arrière, on revient à la jeunesse d'un jeune homme Jet Li qui est
qui est entre tradition et modernité, qui est un peu fier aussi, Ouais. qui est fier de lui, qui est un petit connard quand même, qui au début du film, qui est un petit Ah, salopard. mais complètement, ouais, Complètement. c'est un personnage imbitable, hyper désagréable, qui se la raconte, Oui. et qui va, au fil de ses aventures, on va voir son caractère changer, Exactement. évoluer, s'adoucir, mais au début, ouais, non, c'est pas le mec sympa, hein. Toujours Clairement dans pas. un monde folklorique, Mm. on voit ailleurs. C'est ça le cinéma en fait. C'est de voir quelque chose qui se passe ailleurs, des histoires Ouais. racontées à l'autre bout de la terre. Capacité à s'évader, en fait, quoi. Voilà. Et donc Jet Li, au fur et à mesure, va changer. Je raconterai pas évidemment ce qui se passe. Tous les aboutissants du film. Le film est très bien filmé. J'adore, il est très très beau. Ouais, bah, on l'a pas dit, mais c'est donc Ouais. Ronnie Yu qui le Ronnie réalise, Yu. et surtout ce qui est hyper important, parce que Exact. moi je l'ai revu il y a pas longtemps, puisque j'ai un autre invité qui en a parlé aussi, et j'ai dit ah tiens ouais tu parles de ça, ça doit faire ça fait peut-être je sais pas 15 ans que je l'avais pas revu ce film. Il m'avait laissé un bon souvenir et je l'ai relancé. Et puis en fait ce qui m'a choqué, c'est pas les scènes de vie, c'est les scènes de baston. Oui. Il y avait un truc comme familier, tu vois, je l'ai relancé sans regarder le DVD en fait, et je dis bah mince purée, c'est bien filmé quoi. C'est bien chorégraphié, Ouais. et j'aime ce que je vois quoi. Et puis en fait quand tu creuses, ben c'est juste ni plus ni moins que Yuen Woo-ping qui est à la chorégraphie des combats, et tu te dis ok, je comprends. C'est un peu, pour moi je pense que c'est sur le cinéma hongkongais en matière de chorégraphie de combat et de la manière de filmer les combats, c'est peut-être un de mes préférés. Clairement, il est dans mon top 3 de chorégraphe et réal de combat, parce que c'est tellement ouf ce qu'il fait, et il a une patte en fait. Je prends un autre exemple très rapide, quand tu regardes Fist of Legend, qui est aussi avec Jet Li, qui est une dinguerie en termes de combat. Bon, c'est Gordon Chan qui le réalise, c'est donc Yuen Woo-ping qui a la chorégraphie des combats, et on sait que à Hong Kong, t'avais donc le réalisateur principal qui s'occupait de toute la partie scène classique, et après tu avais le chorégraphe de combat qui s'occupait de toutes les scènes de combat quoi. Et c'est souvent deux équipes à part qui font chacun leur délire de leur côté. Sauf que là, Gordon Chan nous expliquait qu'ils avaient bossé ensemble, qu'ils étaient restés à côté, donc ça donnait entre guillemets quelque part une crédibilité à filmer les scènes de combat de Gordon Chan. Et en fait, t'es vite retombé, parce que tu regardes cette dernière production qu'il a pu faire sans avoir Yuen Woo-ping derrière, et ça n'a rien à voir en fait, Ouais. quoi. Et le genre, enfin, une très mauvaise adaptation de jeu vidéo qui est comment dire, King of Fighter, qui réalise. J'ai pas vu. C'est Alors. horrible, c'est horrible. Et tu te dis mais non, c'est pas possible que ce mec-là ait pu faire Fist of Legend. Et tous ces films, tu regarderas où il est intervenu dans le monde américain, ça capitalisait sur son succès de Fist of Legend par le réalisateur de Fist of Legend. Sauf que là, quand sur le DVD, pour revenir j'allais dire combat de maître, mais non, Le maître d'armes. le maître d'armes, mais c'est Fearless du coup Oui. en anglais, c'est marqué par le chorégraphe de Tigre et Dragon et de Matrix. Exactement. Et pour le coup là, c'est pas galvaudé, Ouais. parce que tu le vois Ouais. et c'est ouf, et c'est un lutin d'arguments pour rester Ouais. poli quoi. Non, c'est vrai. T'as bien raison. C'est vrai que quand on parle de kickboxer, on parle de ressenti. Jean-Claude Van Damme, j'aime bien. C'est pas le plus grand artiste martial, mais là, tu touches au meilleur au chorégraphe et un artiste martial de dingue. Donc pour moi, le film parfait de Jet Li, c'est raconter l'histoire de la Chine, qui est malmenée par les puissances européennes, qui va s'en sortir par la tradition, et c'est aussi un artiste martial de dingue, quoi. J'adore. Et c'est là où j'ai changé, en fait. Je me suis dit, attends, je suis en train de regarder peut-être des films édulcorés, trop américains, des films de bagarre, mais il faut Trop aussi cuté, tu peux le dire aussi. trop côté, Ouais. il faut que je regarde un peu ce qui se passe ailleurs. Et ça fait quand même presque 15 ans que j'essaye, entre 2-3 saisons, entre 2-3 boulots, d'essayer d'approfondir un peu le sujet, Ouais. et de voir Etienne Franchi, de revoir Etienne Franchi 2, le 3, de voir des films hongkongais, taïwanais, Sammo Hung. Moi, je pensais que c'était le film de Shanghai, et c'était terminé. Ah mais moi aussi, hein. Un petit gros, et Tu puis- prends il y a 2-3 ans derrière, Voilà. moi ça manque, c'est Voilà. les filles de Shanghai, Et hein. moi, j'ai découvert que Sammo Hung, c'était une star là-bas. C'est Ouais. une star, c'est une machine de guerre. Il est trop fort, même s'il est un peu gros et un peu Ah non, mais il est il est fou. C'est un Il mec, est fou. j'aime bien reprendre cette expression-là qui est donnée par Jackie Chan quand il décrit Sammo Hung. Il dit que c'est un mec qui ressemble à un éléphant et qui a l'agilité d'un singe. Donc c'est ça. Il y a pas de connotation de grossophobe, Oui, ou, oui, tu oui. vois, où il vient faire du body shaming comme on dirait aujourd'hui. C'est plus une manière poétique de décrire Sammo Hung dans leur langage à eux. Et mais non, c'est un crack, et il est derrière tellement de projets. Enfin, c'est un truc de fou là. Encore une fois, je reviens à Une fille de choc. Sur le premier Une fille de choc,
On le voit pas, mais c'est sa société de production qui est derrière la production de ce film, qui est un film avec Yoon Biao. Et la scène finale, qui se passe dans le hangar avec les avions, je ne te spoil pas, t'iras le regarder, et auditeur, allez le regarder. Il reste des copies normalement chez le chat qui fume, donc foncez. Elle a été chorégraphiée et filmée par Sammo Hung. D'accord. Donc et comme c'est des génériques qui sont cantonnés et ils traduisent pas tout le temps, tu vois pas que c'est lui. Donc il faut aller chercher, mais surtout c'est tous les bonus bien fournis d'une fiche de choc qu'on apprend par l'interview du Yoon Biao que c'est lui qui a fait la dernière scène, c'est Sammo Hung qui s'en est occupé en tout cas. D'accord. Il faut que j'achète une fiche de choc. Alors. Mais il y a pas le choix en fait. Oui, c'est obligatoire. Pas le choix du tout. Pas le choix. C'est obligatoire. Bon, Jet Li, une machine. Moi j'adore Jet Li. Alors il a fait pas que des bons films, il a fait beaucoup de nanars. Il y a Expendables après. Alors, j'irais pas dire des nanars. Non, j'irais pas dire. Ouais, c'est vrai que il a fait des mauvais films. Il a fait des mauvais films. Mais même dans ces mauvais films, on arrive à trouver des trucs intéressants. Ouais. The One. Il y a des films, je suis d'accord avec toi. Mais la dernière scène, tu vois, nous on l'a analysé d'un point de vue purement martial. Ouais. Il y a des choses à sauver quand même. Le film est pas très bon. Ouais. Mais il a essayé. Oui. Danny the Dog, j'aime bien. J'aime beaucoup. Faut que Danny Dog, c'est très très bien. Écoute, le maître d'armes a conseillé. Alors j'avais aussi on avait parlé en off aussi pour préparer l'émission, il y avait une version Blu-ray avec 40 minutes de plus. Ouais, mais ça je sais pas ce que ça vaut. Je pense pas qu'il y a des combats de dingue en plus. Non, je pense que ça rallonge l'histoire, ça doit ramener un peu de contexte, et honnêtement moi le cut qu'on a là aujourd'hui me convient bien parce que je trouve que tout le flashback est déjà suffisamment long, toute sa vie est suffisamment longue. Si c'est pour rajouter de la narration et que ça casse le rythme du truc, parce que le film fait quand même déjà 1h45. Je trouve qu'il est bien équilibré, que ça passe bien. Si on doit se faire des 2h30, je suis pas sûr qu'en termes de rythme, ça soit dingue, tu vois. Il y a un combat avec Nathan Jones. Ça, je voulais dire aussi. Il y a Nathan Jones, c'est l'ancien catcheur. Tu le vois dans 3, je crois, qui affronte Brad Pitt au début. Super combat. Super combat contre un big guy, quoi, classique. C'est un super combat. Moi, j'aime bien. J'avais été surpris à l'époque. J'avais passé un très bon moment, justement, en 2009, là. J'étais, archi boulot, et j'avais passé un super moment, quoi. C'est Nathan Jones, que j'ai revu récemment, c'est rigolo. Je l'ai vu dans Never Back Down 3. 2 et avec Michael J. White. Et franchement, fais pas cette tête là parce que le film est super. Ok, d'accord. Le film est super. Michael J. White est juste comme d'hab, assez impressionnant. Et il joue le grand méchant du film il joue en fait un gros débile dopé aux stéroïdes qui a 2 lignes de dialogue, qui est censé jouer un Brésilien. Bon, qui ça on passera Nathan Jones. Ah ouais, donc brésilien. Donc on passera sur les approximations. D'accord. Non, c'est un mec il doit faire 2 mètres, il fait 150 kilos mais que du muscle. Là on sent qu'il a perdu un peu en muscle quand même parce que c'est un film des années 2010 passé même je crois. Mais le film est cool, voilà, et c'est Nathan Jones qui joue le méchant. Donc le petit Rocco au passage. Nathan Jones, c'est Hong Bak, c'est Banlieue 13 aussi, non, c'est pas le même. Non, il est dans Hong Bak, Banlieue 13, je l'ai vu il y a très longtemps que je pourrais pas te dire s'il est dedans ou pas. C'est pas bien. Je pense pas que ce soit lui. Non, je pense pas, c'est un gros big guy encore, quoi. Ouais, mais le premier Banlieue 13, j'ai un bon souvenir. Ouais, peut-être que il y a MC Jean Gabin à un moment donné, je crois. Ah ouais. Ici c'est pas Monaco, c'est Bagdad. Voilà. J'ai réussi à placer ça dans un podcast. Ah ouais, c'est lui qui dit ça. Ici c'est pas Monaco, c'est Bagdad. Oh la vache. Oh la vache, c'est dur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le maître d'armes? Non, alors juste c'est trouvable très facilement en DVD, Blu-ray, sur les plateformes, je pense que c'est même sur YouTube. Vous allez le voir, le maître d'armes et puis Kickboxer aussi. J'ai oublié de le dire, mais les 2 films sont très très bons. Maître d'armes pour ceux qui veulent se mettre au film d'arts martiaux. C'est une super porte d'entrée. Ouais, c'est une super porte d'entrée parce que ça se bat bien. C'est folklorique, il y a vraiment de la tradition, il y a une belle histoire aussi. Une belle histoire d'abnégation et de remonter et c'est très très bien. À ce jour, je crois qu'on n'a pas de Blu-ray en France. Il y a un Blu-ray, je crois, en Angleterre sous le titre Fearless. C'est peut-être qu'il y a un Blu-ray Maître d'armes en France, il y a pas? Non, je crois pas que le Blu-ray soit sorti en France. Donc peut-être qu'un jour on aura une réédition. Moi, je sais qu'à l'époque, je l'avais chopé dans un coffret avec Le Secret des poignards volants, Hiro et Maître d'armes. Mais tu vois, ce genre de film, je voulais en parler, mais non, je vais pas parler, mais là, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Hiro est très très bien. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il est très très bien. Et j'ai presque versé ma petite larmichette. Ah non, mais quand il se met magnifique. C'est là où il se prosterne devant l'empereur. C'est exactement ça. Et c'est génial. Exactement. En fait, alors me demande pas pourquoi, mais petite anecdote, quand j'ai invité un autre invité pour le coup pour parler de ses films, il a choisi Maître d'armes. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, comme je les ai dans le même coffret, je confondais Hiro et Maître d'armes. Parce que ça faisait, je te dis, c'est des films que j'ai vus il y a 15 ans. Donc tu vois, la mémoire c'est loin. Je me dis mince purée, je me souviens plus de quoi ça parle. Et du coup j'ai relancé d'abord Hiro, donc Zhang Zimu. J'ai fait
Waouh, qu'est-ce que je viens de voir, Ah quoi. ouais, c'est génial. C'est magnifique, c'est trop bien. poétique, Ouais. c'est beau. Les acteurs dedans, ils sont sublimes. Enfin, Ouais. ils sont tous magnifiques. Et oui, c'est ce fameux film où Jet Li, pour approcher l'empereur, parce que l'empereur est un despote, etc. Exact. Et pour tenter de l'assassiner, il va devoir lui montrer des faits d'armes qui va permettre à chaque fois de pouvoir approcher Ouais. de l'empereur et être à bonne distance pour l'assassiner. Exact. Et donc voilà. Alors là, ça spoil. Non, mais c'est le concept du Oui, film. c'est vrai, c'est vrai, c'est le vrai. concept du Ouais. film et tu le vois assez vite, quoi. Mm. Et c'est un film qui est juste sublime par sa photographie, Ouais. sublime par sa mise en Un scène, peu surnaturel. mais un Mais peu ça qui est bien. surnaturel, Ouais, mais ça, c'est j'aime bien. poétique. Mais totalement surnaturel. Et en c'est fait. Moi, je poétique, dis et c'est- un peu, c'est Ouais. totalement surnaturel, mais C'est ça qui est bon. Et c'est complètement poétique, c'est assumé, voilà, Ouais. et c'est génial. Et après, j'ai revu Maître d'Armes, qui est un autre mood, et qui m'a mis aussi une énorme claque. Et j'ai puré, ça fait du bien de voir des bons films, quoi. comme Tigre et Dragon, quoi. Très très bon Et bah, film aussi. pareil, Tigre et Dragon, je l'ai pas revu depuis longtemps, donc il faut que je le revoie. Alors, Il y a un une ventre quinzaine mou. d'années. Il y a un ventre mou, Tigre et Dragon. Oui. C'est la fin et ça part bien, et puis après, les gens ont cru qu'ils allaient voir un film d'arts martiaux où ça allait taper tout le temps, et en fait, c'est assez poétique, mélancolique aussi. J'ai envie de voir un Shoyun Fat dans sa carrière des années 2000, parce que là, en ce moment, je suis en train de voir un Shoyun Fat dans son âge d'or HK, c'est-à-dire dans Syndicat du crime, dans Hard Boil, dans Full Contact. Et j'en ai encore d'autres à voir de lui, mais j'ai déjà vu ceux-là. Il me reste The Killer à voir là que j'ai pas revu, enfin que j'ai pas vu tout court. Et faudrait que je le revoie dans Tigre et Dragon, que j'ai pas vu depuis très longtemps. Donc Ça fait longtemps que j'ai pas vu non j'ai peur d'être déçu. Ouais. Mais voilà, il y a un sacré réal aussi derrière, puisque c'est de mémoire, c'est Ang Lee qui réalise Ouais. Tigre et Dragon, Exact. qui a fait aussi Hulk au passage. Mais Hulk avec Edward Norton. Non, le Hulk avec Eric Bana. Ah oui, Le Hulk avec premier, Eric le Bana tout premier, et, ouais. Oui, Eric Bana. Eric Bana et la Bana fille qui n'a jamais- la qui- fille du chanteur d'Aerosmith qui a aussi joué dans Armageddon, Liv Tyler. Liv Tyler. Voilà, je dis Exactement. pas de bêtises. La fille de le chanteur. Oui. Ouais. Oh, Eric Non, Bana. je te dis des bêtises. Liv Tyler, elle est dans le 2. Dans Edward Norton avec Oui, Edward Norton. et c'est Jennifer Connelly qui est dans le premier avec Eric Bana. Jennifer Connelly. Ouais. J'en ai entendu parler récemment. Jennifer Connelly, très très belle femme. Ah, écoute, super ouais. actrice, Ouais, quoi. super actrice quoi. Avant tout. Ouais. Calme-toi. Calme-toi, il est tard, on a bu un Il Frieza sans alcool et ça y est, Ouais, ça y est. il est fou. Ah non, mais oui, le Hulk quand il Qui était pète, plutôt moyen, un peu lent. Là, on a digressé, mais Ouais. le Hulk qui était présenté au Super Bowl, je crois, en 2000, je Ouais. sais pas combien. Ouais, c'est celui-là. 2002, je crois, de mémoire. Ouais, 2002, ouais. Ouais, c'est un truc Voilà, comme ça. le film. On conclut avec ton dernier film? On Allez. conclut avec mon dernier film. Ouais, Et alors, pourquoi j'ai parlé de saison? Parce Je que sais je pas. bosse dans la restauration. d'accord. Je suis cuisinier. Ah bon? Je suis cuisinier. Mais non! Et quel est le meilleur cuisinier de tous les temps? Eh ben oui! Parce que c'est pas un simple cuisinier, le gars. Faut que tu mettes la voix, là. La voix qui est J'arrive un pas peu à éraillée. la voix. C'est Ouais. Kaiser Ryback! C'est pas le meilleur cuisinier de toute la planète. J'adore ce film. La Y a pas de- bouillabaisse. Il y a la bouillabaisse. Et si tu m'emmerdes, je crache dans ta Mais bouillabaisse. dans mon monde, dans mon univers, dans le monde dans lequel je vis, je vais dans une nouvelle entreprise et je vais y aller dans pas longtemps. Je vais embaucher dans une nouvelle entreprise. Si je parle à quelqu'un et que je parle de Kaiser Ryback, de Piange à haute mer, C'était la dernière traversée du plus puissant navire de guerre d'Amérique. Qu'est-ce qu'il y a dans cet hélicoptère? Cette jolie petite chérie, Miss Juillet 89. Ah putain, j'adore ce boulot. L'ambiance était chaude. Elle était même explosive. Imaginez cet arsenal d'armes nucléaires tactiques tombant entre de mauvaises mains. Le Pentagone, lui, ne l'avait pas imaginé. 4 minutes d'avance, je suis salement doué. Maintenant, une équipe de terroristes tenait le navire. Réveillez le président. Seulement, il y avait un petit détail auquel il n'avait pas pensé. Le cuisinier. Vous êtes un type des forces spéciales ou un truc comme ça. Non, moi je suis le cuisinier. On est fichu, on n'a aucune chance. Ça, c'est pas le travail d'un cuisinier. Je veux que vous coordonniez vos efforts avec les nôtres. À vos ordres! Je vois que vous avez totalement désobéi à mes ordres. Affirmatif. Ryback est un ancien commando. Il est expert en arts martiaux, en explosifs. Écartez-vous! C'est un tireur d'élite et un tacticien. Je cuisine aussi. Le Nimitz vient de repérer 2 Tomahawks lancés par le Missouri. Dans quelle direction? Honolulu. Bon voyage. Steven Seagal. On se connaît, non? Tommy Lee Jones. Ça faisait longtemps. Rendez-vous en enfer, matelot! Piège en haute mer.
de ce putain de Steven Seagal qui est devenu un gros sac maintenant, qui est une espèce de toque dégueulasse, Qui est un ambassadeur de Russie. ouais, et qui fait des j'arrête d'être vulgaire, mais qui fait des bombes avec des micro-ondes, qui se fait enfermer dans la chambre froide avec le fusil. Ouais. Tout ça, on lui crache dans la bouillabaisse et il éclate des têtes. J'adore ce film, c'est Piège en haute mer. Est-ce que tu as, avant de parler de ton film, donc, qui est donc Piège en haute mer, est-ce que tu as la dernière fun fact avec Jean-Claude Van Damme? Oui, j'ai vu les T'as deux. vu ça? Alors j'ai vu les deux en photo. Qui se sont rabibochés. Oui. Et que, alors on sait pas s'ils ont vraiment été fâchés ou si c'était purement de la com, hein. Du coup, ça me fait penser que c'était purement de la com. Et qui est avec lui, à côté de lui, en train de dire Happy Birthday, my friend, en mode bon anniversaire, mon ami, pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais. Mais c'est ouf, quoi. Tu dis, et puis ils disent, on vous prépare une belle surprise. Est-ce que ça serait pas le retour de Steven Seagal au cinéma, qui n'a pas fait de film depuis, 2018, 2019, il tourne plus, parce qu'il est ambassadeur russe. Ouais. T'imagines? Complètement fou. Il y a une histoire comme quoi... Le chant du cygne de Van Damme, il fait son dernier oui. film, ça sera avec Steven Seagal. C'est un truc de fou. Je crois que j'ai vu, c'était Stallone qui racontait chez Koei. La Oui. méthode Koei qui racontait qu'il était chez lui et que il essayait d'arranger l'histoire entre Jean-Claude Van Damme et Ouais, Steven qu'ils Seagal, auraient fallu en venir aux mains. mais que Jean-Claude Van Damme était sorti, que Steven Seagal était jamais sorti. Ouais. Est-ce que ça serait pas un peu un mythe, ce truc-là, quoi? Oui, Est-ce qu'on mais y croit? ça marche, là, ce genre de confrontation, oui. de fausse confrontation, ça marche quand les gens sont hyper c'est du connus. buzz. C'est Quand du ils buzz. sont hyper connus, mais là, Mais là, ils étaient hyper connus à ce moment-là. Ouais, mais je sais pas si Mais c'est- si, ils étaient tous les Oui, deux oui, en haut de la oui. vague. Ouais. C'était les années coco de Van Damme. Il était à fond dans la Les années coke. Ah ouais, les années coco de Van Damme. Steven Avant, il a Seagal. pris de la coque, Van Damme. un peu. Et Steven Seagal, il se sentait plus pissé. Ils étaient tous les deux à un niveau d'ego et de... Je crois que le plus grand film coquet de Jean-Claude Van Damme, ça, c'est Risque Maximum. Ah, non. Je vois le mec et les yeux injectés de sang. Ah ouais? Ah, moi, ouais. j'aurais Moi, dit, quand j'étais gamin, je voulais regarder le film le plus coquet de Jean-Claude Van Damme, où il est tellement fou il veut... Ah, alors il moi, veut- j'aurais eu tendance à dire que c'était celui avec Ringo Lam où il est le plus coquet. Tu vois, c'est dans Piège à Hong Kong. J'aurais dit soit Piège à Hong Kong, Ah oui. pas Ouais. les Ringo Bon, Lam, il y a je une dis des période de bêtises. 2-3 ans où Les il deux est pas là. Tsuyark. Pour moi, les deux Tsuyark, c'est là où on le voit au top. Donc, c'est-à-dire double team et Piège à Hong Kong. Tu vois, pour moi, Il y a, c'était il y a ceux-là. Chasse à l'homme aussi. Chasse à l'homme, ça va encore. Ouais, ça va encore. C'est 94, hein, Chasse à l'homme. Hein, Ouais. Donc, tu vois, je crois que c'est 94. Ouais. C'est un John Woo. Il est encore, Mais regarde il les est encore yeux, bien. Regarde les yeux de Jean-Claude Van Damme. Dans Risque Maximum, c'est un de mes préférés, hein. Quand il est derrière une voiture avec le flingue, il est pas là. Ah ouais? Il est pas là. Ah, il, faut est, que je il, le est pas, regarde. il est pas derrière la voiture. Moi, je l'aime bien, celui-là. Il est à Los Angeles avec Ah ouais. des prostituées, il est pas là. Moi, je l'aime bien, celui-là. C'est un Moi, je l'aime Ringo bien Lam, aussi. c'est un Ringo Mais Lam je l'aime que j'aime bien, beaucoup, ouais, moi. j'aime celui-là. bien j'aime bien ces films. Bref, Oui. parle-nous quand même de Piège en haute mer. Le Piège en haute mer, c'est le USS Missouri, quoi. C'est un espèce de gros destroyer américain. Là, on va parler américain. Hein. Là, on va parler Amérique, grosse puissance Amérique. Il y a des gros canons, il y a des gros boobs, il y a tout. Il y a tout. Il y a les, Il y a une paire de boobs. Il y a une paire de boobs. D'une Playmate. D'une de Playmate. de Playboy, Juillet du coup. 89. Ouais. Oh, mais j'ai Je calé. l'ai revu il y a pas longtemps. Ah ouais. Je sais plus comment s'appelle cette actrice, très 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 mignonne. Donc, on est sur USS Missouri qui part. Est-ce qu'on parle du baiser forcé à la fin du film ou pas? Ah, c'est sale. Le- C'est sale. Le bisou un peu forcé, Ah, mais malaisant, Steven où Seagal, on voit que l'actrice, Et gênée. elle est gênée de Ils vont ouf. pas ensemble du tout. Et Ça va pas, elle ça est gênée marche de pas. ouf et elle arrive pas à le cacher à l'écran. Ça matche pas, quoi. Ça Bref, matche parlons pas. des choses positives. Ben, ce film, alors c'est qui déjà le réalisateur, celui qui a réalisé Le Fugitif? Andrew Davis. Andrew Davis, Ouais. le réalisateur de Le Fugitif, très bon film. Et donc c'est l'histoire d'un destroyer américain. On nous montre des canons, ça pète au début, c'est l'histoire américaine, c'est génial. Quand l'Amérique était cool, tu vois, Ouais. quand l'Amérique faisait America rêver. fuck yeah. Ouais, voilà. Et donc on nous présente une Amérique cool avec des canons qui pètent, qui attaquent Bagdad. C'est pas grave. Et donc on voit que ce destroyer va aller à la casse parce qu'on fête les 50 ans de Pearl Harbor, l'attaque des Japonais sur les États-Unis à Pearl Harbor. Et c'est l'occasion de voir le commandant faire son anniversaire. Il y a un orchestre qui arrive avec une Playmate, sauf que cet orchestre, c'est des terroristes. Donc c'est une attaque de terroristes sur un destroyer américain qui vont s'emparer des codes de missiles de Ils lancement. veulent récupérer les ogives nucléaires. Les à bord. ogives nucléaires. Voilà, c'est ça. Certains missiles, il y a des ogives nucléaires. Et le chef qui s'appelle Strazik est joué par l'excellentissime Tommy Lee Jones. Ouais. Alors, je sais pas que s'il fout là, Tommy Lee Jones. Ah, Je sais pas s'il a- il a l'air d'en avoir rien à faire. Il en a rien à voir, il est en roue libre. Il est en roue libre total. Il joue, mais super mal dans ce film. je trouve. Ouais, Ah ouais. je dirais pas ça. Je dirais qu'il Ah ouais. il est cool. Il Oui. est cool. Il est en train de danser au milieu. Il est en mode rocker et des lunettes et tout avec un bandana. Il s'en s'en tape. tape. Je Il y a pense le- que parce qu'il est dans le fugitif aussi, Oui. Tommy John. Donc Ouais, je pense il est qu'à plus mon sérieux, avis, comme c'est Andrew Davis, il y a une petite connexion. Oui, je il y a une pense. petite connexion. Donc finalement, j'adore ce genre de film.
Parce que tu parles un peu de Gary Busey quand même. Gary Busey. Ah bah Gary Busey, le second, qui trahit en fait le commandant. Mais j'allais dire c'est le sosie de Nick Nolte. Ouais, mais c'est Gary Busey. Ouais, c'est Gary Busey, c'est pas Nick Nolte. Non, c'est pas à Nick chaque fois que Nolte. je me trompe. C'est Gary Quand Busey, ouais. 48 heures avec Eddie Murphy, c'est Nick Nolte, ouais. Et dans Piège Haute Mer, c'est Gary Busey. On parlait de Hulk tout à l'heure, c'est Nick Nolte aussi. Exact. Alors je crois quand même on prononce Nick Nolte, parce que ça se prononce à l'américaine. J'aime bien Nick Nolte. Ouais, et moi aussi, mais Gary Busey, c'est pareil en matière de produits stupéfiants, il doit prendre des sacrés trucs lui aussi. Hein. Ils prennent tous ces produits. Ah non, mais lui ça se voit. Ouais, oui, Tommy Jones aussi, mais alors Gary Busey, ça se voit de fou, quoi. Ouais. Ah, un truc de fou. Et Gary Busey qui est dans la suite d'Universal Soldier pour info. D'accord. Les téléfilms qui sont sortis, il est dans le 2. Exact. Et il est complètement pété, quoi. Enfin bref. Okay. Donc, j'adore ce genre de film. C'est Taken un peu avant l'heure. Ce genre de film qui marchait à l'époque. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on s'attaque à quelqu'un. Non, c'est un ersatz alors je me permets de te corriger. Ouais. Hein. C'est plutôt un ersatz de piège de Die Hard en fait. C'est-à-dire le mec super pété qui est un peu le badass, qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Oui. Et ce truc-là a été dupliqué après de manière de fou. Dès que Die Hard l'a fait, après, plein l'ont fait. En fait, tu t'attaques quelque chose, mais t'avais pas pensé au cuisinier. Au cuisinier qui était là par hasard, qui était un ancien mec qui a eu on va expliquer aux gens. En fait, Steven Seagal joue Kaiser Ryback, le cuisinier qui a été pris sous l'aile du commandant. Parce que il a fait de la subordination, il a fait de la merde. Donc il est là en cuisine, il le garde sous la main et en fait personne ne sait que c'est une grosse machine de guerre. J'adore ça dans les films d'action. J'adore. On aime tout ça. Je suis trop fan. En fait et il y a des phrases cultes, il y a des phrases chocs, mais qui c'est qui reste sur le bateau? Le cuisinier. Qui c'est qui reste sur le bateau? Le cuisinier. Et en tant que cuisinier, c'est ça le truc, c'est que j'adorais ça. Tous les cuisiniers de ma génération connaissent ce film. Ah bah oui. Tous les cuisiniers connaissent les films d'action. Les mecs qui ont 40 ans, 45 ans. Mais ils cuisinent pas beaucoup quand même, on va se le dire. Ils cuisinent pas beaucoup. Est-ce qu'on on parlera du 2 après rapidement quand même. Hein, je vais t'entendre ton avis sur le 2. Non, ils ont fait le même avec un train, quoi. Avec un train. Non, mais est-ce qu'on est d'accord que faire un gâteau au micro-ondes, c'est un peu chaud quand même? C'est un peu chaud. Ouais, parce qu'il fait un gâteau au micro-ondes dans le 2 quand même, hein. Ouais. Il y a pas que ça qui est déconnant. Donc en fait, Kaiser Ryback, se fait enfermer dans la chambre froide. Donc il se cache dans le faux plafond de la chambre froide qui est enfermé avec un fusil. Le fusil, c'est l'ustensile qui permet de aiguiser les couteaux. Et donc, il tente de l'éliminer, mais c'est Kaiser Ryback. Le mec est intouchable. Il ne prend pas une balle. C'est un peu le mec qui ne prend jamais de balle. C'est le genre de gars Si, ça les rafle le bras au bout d'un moment. Il est raflé un petit peu du bras. Mais il ne bouge pas. Quand la balle les rafle. Et il prend, ce qui est énorme, c'est que dans le 2, il prend encore moins de dégâts, quoi. C'est un truc de fou. Il sort de là, il est, invincible. Pas besoin d'emmener d'allopressing pour laver la tenue, quoi. Donc finalement, Tommy Lee Jones, c'est un ancien membre de la CIA, qui aurait volé un sous-marin coréen du Nord. En fait. Qui a vrillé, et puis la CIA a tenté de le buter. Donc c'est un peu l'histoire américaine avec la CIA, les trahisons, la diplomatie un peu mal branlée. C'est toujours un peu les mêmes histoires. Et puis il y a Steven Seagal qui arrive et qui défonce tout le monde, quoi. Alors en termes martial, il est un peu limité. C'est un peu limité. Ouais. Parce que moi, j'adore ce film. Franchement, j'adore ces deux films-là. Je les ai dans une collection de DVD qui s'appelle 200% Action. Tu sais, les DVD rouges, là. Ouais, c'est bon, ça. Et c'est mes premiers souvenirs, c'est mes premiers films de Steven Seagal, c'est ceux-là. Ouais. Donc, j'ai vu Piège à grande vitesse et Piège en haute mer. Enfin, je sais plus dans quel ordre, mais bref, peu importe. Et j'ai préféré le 2, quand j'ai dit à Jazz, faut qu'on fasse un Steven Seagal. Mais lequel? J'ai dit, faut qu'on fasse un des pièges. Et il m'a dit, Piège en haute mer. Je dis, ouais, mais je l'ai revu, tu vois. Et je me dis, il y a une scène de baston vite fait à la fin. Il fait des trucs, mais en fait, il est tellement puissant, le mec, qu'il écrase les mecs en 10 secondes, quoi. Ça dure pas, en fait, les combats avec lui. Et je dis, le seul qui tient la route, c'est le 2. Donc, on a fait le 2, qui était un peu nanar pour le coup. Et le 1, c'est vrai que, le combat de fin contre Tommy Lee Jones, il est expédié en 2-2, en fait, quoi. Des prises d'aïkido, je sais pas comment on appelle ça. Quand le mec le frappe, il prend, il fait une espèce de... il absorbe la force, voilà. il fait une prise d'aïkido. Ouais, il fait une prise d'aïkido, il lui met, comme il sait faire, quoi. Il met des atémis, mais il met un ou deux coups de pied, mais des coups de pied qui tapent dans les tibias, tu vois, et puis terminé, quoi. Ouais. Et c'est vite emballé. C'est plus un film de gunfight. Je pense qu'un jour, si on doit le traiter, on en parlera peut-être plus dans un presque high kick, tu vois, autour de Seagal, parce que Seagal, plus il avance dans l'âge, plus ses films sont pas bons, et moins il se bat. Donc, et puis, comme les autres films que l'on a dit avant, les années 90, c'est toujours la VF. Ouais, je pense que les insultes, bande de PD.
Je pense que ça reste des insultes qui sont faisables en 93. Ouais. Mais là, c'est plus faisable. Non, c'est pas long. Et je regarde encore le film sur Prime. Ouais. Il dit encore cette insulte. Ouais, non, mais ils l'ont pas Tommy coupé. Lee Jones, je dis, ils l'ont pas coupé. Je sais pas si Dans Best of the Best aussi. Le Ouais, Best of the Best. Il y a la même insulte. Bah, il parle de Shintok. Oui, voilà. Ouais, non, mais C'est hyper violent. Et quand Non, tu non. vois ça maintenant avec le monde dans lequel on vit, nous on a vécu avec ce genre de film. Ouais, et je sais pas C'est moche, quand même. et je crois que il me semble que c'est pas aussi brutal en VO, tu vois, de mémoire. Mais j'imagine. J'imagine. Il y a certaines Bande libertés de mauviettes, ils doivent dire en VO Ouais. ou un truc comme ça, bande de filles. mais ils doivent dire Pussy, tu sais, Pussy. Oui. Tu sais, ouais. Pussy qui a Et pas là, la le même mec, notoriété. En France, ils ont vu le film arriver 90. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, c'est les films. Ouais, et la VF prenait beaucoup de liberté, tu vois, sur les insultes. C'est ça que j'aime bien. Et des fois, tu te dis, waouh, purée, Ouais, ça va c'est- loin c'est- quand même. C'est chaud. Et Ça moi, va j'étais très, un peu très loin. gêné. Ouais. Vraiment, quand j'ai vu le film, j'étais, Tommy Lee Jones, il a, allez, mettez-moi tous ces gars là. Ouais, les voix et tout. Et puis, c'est vraiment la puissance américaine. Les mecs terroristes arrivent, ils mangent de la viande avec les mains. Tu vois, ils prennent des couteaux, Ouais. t'sais, au lieu de prendre la feuille et de la caler avec un trombone, ils prennent un poignard, tu vois, pour la caler. C'est des gros bras, c'est des gros américains, Ouais. c'est des gros canons, c'est des gros pas, tu vois, ils marchent dur. Le mec, quand il marche au pas, il fait, allez, marchez. Ils retiennent les mecs, l'équipage en otage. Il y a une scène où je l'ai revu, là, il y a à peine un jour ou deux, il tue le gars qui a fait le con, mais il tue celui derrière aussi. Ouais, si vous faites les cons, on va tous vous buter, tu vois, il y a des phrases chocs comme ça, Ouais. c'est vraiment le film à l'américaine par excellence, quoi. C'est pas complexé, quoi, tu vois. Non, y a non, pas et de puis complexe, quoi. c'est peut-être à ce jour peut-être le seul et unique énorme carton de Steven Seagal Ouais, au exact. box-office qui lui a fait perdre la boule, qui est devenu après une espèce de bouleur pas possible. Il a enchaîné avec le 2 qui a été un bide, mais celui-là, le piège en haute mer, a cartonné en fait, quoi. A Il y a cartonné. un petit budget, en fait. Pas un énorme budget, non? Ouais, il a pas d'énorme budget, mais il a surtout hyper bien marché, quoi. Donc, Je crois qu'ils ont fait forcément, marcher le Destroyer. Est-ce qu'il y avait une époque où c'était vraiment le 50e Pearl Harbor? Ouais, Ils ont profité Peut-être, ouais. du truc pour Sûrement. faire des pierres parce qu'ils ont pas embauché un Destroyer, tu sais. Non, mais je crois qu'ils ont tourné sur un vrai bateau. Après, il y a du décor, hein, mais je crois que c'est sur un vrai destroyer qu'ils Ouais. ont fait le truc. Moi, j'aime bien voilà. les trucs comme ça, Ouais. un peu à la Top Gun, tu vois, sur les Destroyers, sur les porte-avions. Ouais. C'est gros, quoi. Ah oui. Il y a le mec qui sont entrés avec les trucs pour faire Ouais, bah les tu sais, moi, ce genre de hélicoptères. film, moi, je pars toujours du principe que bon, s'il y a un peu de scénario, c'est bien, mais j'y vais pas pour le scénario, quoi. J'y Ouais, vais mais pour oui. débrancher le cerveau. Et puis voilà, c'est souvent les gens à contre-coup quand tu en parles sur les réseaux sociaux que t'avais revu tel film, qu'il y a toujours un ou deux mecs qui va te dire, ah oui, alors là, au niveau de la cohérence scénaristique. Mais non. Mais je suis pas là pour ça, en fait. Mais Je suis oui. là pour m'amuser, pour reprendre du bon temps, débrancher le cerveau, et puis top, quoi. Si tu t'arrêtes à la science et tout, est-ce qu'il Oh, sait pas? Non, on c'est s'en fout. c'est très bien. Piège à haute mer, un petit doudou qui me suit depuis des années. Ah oui, bah, Parce je que je trouve valide. ça culte, je trouve ça valide. génial. Et Ouais, puis, en tant que cuisinier, ça me rappelle plein. Et puis la plein de bande son souvenirs. est cool aussi. La bande son est cool. La bande son est très cool. La bande son est cool. Un peu, comment dire, un peu fanfaronne, tu vois, avec les tintantins. Tu vois, c'est des Non, le trucs film est un peu très, très épiques, cool. mais est ouais, très très cool. très sympa. Moi, ça me fait plaisir de parler de ça parce que cuisinier, quoi. C'est Ouais. génial. T'as trouvé une Je vocation. vais, non, mais je trouve, Demain, je serai cuisinier. vous n'êtes pas que cuisinier. Tu sais, la Ouais. starlette, elle lui Oui, fait, oui. vous n'êtes pas que cuisinier. Je cuisine parfois. Un truc comme ça. C'est génial. C'est génial. Est-ce que t'avais autre chose à rajouter sur Piège en haute mer ou c'était bon pour toi? Non, Piège à haute mer, bah si, après, Piège à haute mer, je crois que c'est le premier film aussi de Steven Seagal que j'ai vu. Parce Ok. qu'il est le plus visible. Tu vois, 93, Oui, bah, j'avais, c'est celui qu'on a peut-être tous vu en j'avais premier. 9-10 ans, donc il Ouais. était diffusé sur TF1, sur les chaînes hertziennes, tu vois, Oui, en oui. masse. Et après, je me suis filé sur Nico. Ouais. Il y a un film où il a une barbe dégueulasse, où il est dans le coma, là. Il y a un film où il a une barbe dégueulasse. Ça, c'est pas bien, ça. Ah, je le sais plus. Il y a un film où il se bat contre des Jamaïcains. Oui, ça c'est Justice sauvage. Non, ça c'est non, Justice sauvage, c'est Le celui film où il a la où barbe. il est en conflit avec son pote d'enfance qui lui est devenu mafieux et Steven Seagal est devenu un flic bien rangé, etc. Et Ouais. ils se confrontent en fait tous les deux. Ok, ok. Non, celui que tu parles, alors je vais dire c'est pas Deadly, c'est Marc, c'est cible mince. Ah bah zut alors c'est pas tueur pour cible, c'est le titre c'est Désigné pour mourir. Désigné pour mourir. Désigné pour mourir avec C'est les Rastas. Mark of Death, je crois en anglais. Ouais, parce qu'à l'époque, ouais. les Rastas, c'était Qui un peu est- les méchants. qui est pas c'était fou. Ouais, les Jamaïcains C'était un étaient peu pas les- gentils, Parce ouais. que les Jamaïcains, les Rastas, Ouais. c'était Predator 2 Oui. et Désigné pour mourir. J'ai Oui. une question contre les Rastas. Et c'est Qu'est-ce aussi, qui se je passe crois que, non, c'est des Mexicains dans Only the Strong. C'est pas des Jamaïcains. J'ai cru que c'était des Jamaïcains, mais non, c'est des Brésiliens. Donc pas du tout, rien Oui. à voir. Et en fait, ils tirent, je me rappelle un passage, genre, ils tirent les Jamaïcains sur la maison de Steven Seagal.
Il y a la nièce de Steven Seagal qui passait par là. C'est pas Kazera, c'est pas le personnage, c'est Steven Seagal carrément. Et la fille de Kazera, de Steven Seagal se fait toucher. Il l'amène à l'hôpital, il la porte et le chirurgien fait, je vais faire tout mon possible. Non, faites comme si c'était la fille du président. Ouais. Il fait, ouais, je vais faire. Non, c'est la fille du président. Et c'est pareil, celui-là, il est pas de ouf avec Geek compatible. Tu vois, il y a Non, pas trop de non, mais combats. et puis tu vois que les mecs ils sont doublés à la mort. Les Jamaïcains Ouais. ils ont mis des perruques et tout. C'est oui, dégueulasse. c'est compliqué. C'est dégueulasse. Donc il a un fusil à pompe, oui, mais bon après en termes de baston. Ouais. Mais je pense Steven Seagal c'est un fake. Ah, je sais pas. Et on pourra l'inviter. On pourra l'inviter. On pourra l'inviter un jour. Mais Ouais. je pense que j'ai vu une scène. J'ai revu une scène, je sais pas, sur un TikTok, sur un YouTube. J'ai vu une scène où il est très gros, très vieux, très imposant. Et il y a des Asiatiques qui l'attaquent. Oui, je l'ai vu cette Et scène. tu l'as vu? Ouais, Il est sur un tatami et il défend tout le monde. Ouais. Mais ça c'est fake. Oui, alors l'aïkido a un potentiel de on appelle ça le mitojutsu ou le bullshido comme on l'appelle quand on veut. C'est-à-dire que t'as vraiment tu peux amplifier les coups, les mecs savent chuter donc ils en rajoutent derrière donc on a l'impression que le truc est ultra puissant. Alors, l'aïkido fonctionne parce que j'en ai fait un petit peu pas longtemps mais j'en ai fait un petit peu pour essayer et il y a vraiment voilà, moi il y a des trucs encore aujourd'hui que je me sers même dans le karaté, même quand je fais des applications de kata, je me sers de clés de bras, des choses comme ça qui sont issues d'aïkido. Donc ça fonctionne. Mais aujourd'hui, est-ce que Steven Seagal est aussi dangereux qu'il le prétend? Je suis pas sûr. Enfin, je sais pas si je le bats, Steven Seagal. Ouais, non, moi non plus, je le bats pas. J'irai pas monter. Déjà, il y a une peut-être. différence de poids. Déjà, Ouais, c'est comment dire, dans un combat, lourd, le poids est hyper important. Je veux dire, quand tu t'affrontes un mec qui pèse 30 ou 40 kilos de plus que toi, bah, déjà, en termes d'impact de coup, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je regrette un peu que ce genre d'acteur ait fini, en direct tout DVD, film en Bulgarie, Roumanie, genre de film. Ouais, c'est un peu triste. Je regrette pas parce non, que finalement... je regrette un peu, Jean-Claude Van Damme, parce qu'il avait la hype. Van Damme, oui. Mais Steven Seagal, non. Steven Seagal, le dernier c'est un film. mec qui a quand même une réputation d'un sacré gros... Oui, gros con. Ouais, voilà. Ouais. Mais il tapait sa meuf. Oui, donc, c'est des mecs, c'est des sacs à merde. Ouais, c'est un sac à merde. On peut le dire. Mais le dernier film que je suis tombé, et je finirai là-dessus sur Steven Seagal, c'est un film où clairement il t'annonce que c'est tourné en Roumanie. Ils prennent même pas le truc, tourné à la Nouvelle-Orléans, ou on va dire que c'est tourné à Phoenix, tu vois, il dit Pittsburgh, tu vois. Ouais. Non, Pittsburgh, mais c'est tourné en Roumanie. Non, là, c'est tourné en Roumanie ou en Bulgarie. Il débarque, il y a un appel. Il débarque dans un hangar. Il rentre dans le hangar. Et ça s'appelle Darkness ou je sais pas quoi. Ah, Into the Darkness. Non, c'est pas ça. Ouais, je crois que c'est ça. Into the Darkness, je crois. Ouais. Le mec l'attaque. Il lui saute dessus. Il a des lames comme Wolverine. Ah ouais, attends. Ouais. Je mets sur pause. Je reviens en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Les lames bougent. Ouais. Oh non. Ouais. Non, là, j'arrête. J'ai même pas vu la fin du film. Ouais. Parce que ça vaut. Dernier film de Steven Seagal. C'est, ce film-là, c'est là où, je sais pas si c'est pas des vampires qui l'affrontent. Un truc comme ça. Oui, c'est des vampires. C'est exactement ça. Je crois que c'est des vampires. Je l'ai pas dit, ouais, c'est des vampires. Et il est, et c'est ultra cuté, et en fait, tu vois qu'il est doublé, en fait. Ouais, tu vois qu'il est atroce. Tous ces films-là, direct ou vidéo, il est cuté. Il est doublé. Mais il est quasiment pas là, en fait. C'est ça. C'est des films, en fait, où il a un temps d'écran, en fait, si tu regardes bien, il a un temps d'écran qui est ultra faible. Et après, tout le reste, il meuble en, comment dire, avec des doublures, des trucs comme ça, et en fait, il très peu de temps d'écran. Et toi, c'est même un des films que j'ai dû m'infliger parce que je voulais voir les films de Bren Foster, qui est le mec qui joue dans Light After Fighting, qui a tourné 2 films avec Steven Seagal, qui sont des films dans sa filmo d'année 2000 plutôt corrects. Ouais. C'est pas le fond de la cuvette, quoi. Ça tient la route, quoi. Force of Execution et Maximum Conviction. Voilà, qui sont des films plutôt sympathiques, mais où tu vois très bien que ils ont mis Steven Seagal sur le devant de l'affiche et il est très peu présent à l'écran, quoi. Ouais. Parce que voilà, il vient faire ses scènes et puis je suis sûr qu'il a 10 jours de tournage, même pas 5 jours de tournage. Il fait ses scènes, il se casse et après il meuble. Je suis même sûr que les personnes qui lui donnent la réplique en contre-champ, tu vois, il est même pas à leur donner la réplique. Je pense qu'ils ont fait ses scènes à lui, ils imaginent qu'il y a un mec en face de lui et puis après ils mettent c'est souvent comme ça et c'est triste dans l'arrivée là quand même. C'est très triste. Tu vois, c'est comme ce film où Van Damme joue avec Dolph Lundgren dans un sous-marin. Ils ont pas tourné ensemble. Ah là là. Ils ont pas tourné ensemble. Quel enfer. Ils ont chacun tourné leur scène de leur côté et je sais même pas s'il y a une scène qu'ils ont tourné ensemble. C'est pour te dire la tristesse du truc. Bref. Dis-nous, on l'a pas fait au début, mais dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu fais à côté, parce que je t'ai dit l'envers du manga, mais présente-toi un peu, dis-nous un peu ton actu, puis après on va gentiment se dire au revoir, parce qu'on a 1 heure d'émission, donc ce sera prévu. On entend les pompiers, le SAMU. J'espère que le son sera cool. Oui. Il y aura peut-être un peu de montage, tout ça pour rendre le truc un peu plus audible, mais je pense que ça peut le faire. Oui, ça peut le faire. J'espère que le son va pas trop varier, mais logiquement, je vais essayer de faire en sorte que ça soit uniforme en tout cas. Mais moi, je suis l'envers du manga. Je suis présent sur les réseaux sociaux
au nom L'Envers du Manga. Donc surtout sur Instagram, X, et puis sur TikTok, YouTube, voilà, je parle de manga, de mes achats, de mon actualité, de mes chroniques, de mes reviews. Et puis avec mon cousin Adrien, Mémoire d'Adrien, nous avons un podcast, nous, sur le manga, consacré au manga, qui est mensuel, et qui s'appelle Manga Club. Voilà, tous les mois, chaque fin de mois, on vous parle de nos lectures en commune ou pas, et on fait un peu, soit c'est des nouveautés, soit c'est des trucs un peu à l'ancienne. Et voilà, ça nous plaît, ça nous fait plaisir, on parle de manga et c'est cool. Transmettre la passion, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et écoute, super. Et écoute, merci à toi. Mais de rien, avec plaisir. Un super échange, petit épisode à la cool. On pourrait en parler pendant des heures. Ouais, bah moi clairement. je pourrais en parler de tous ces acteurs. Mais après, c'est que les auditeurs aiment bien quand on fait de la digression, mais oui. qu'on part un peu dans tous les sens, mais voilà, après on essaie aussi de faire des émissions qui sont un peu rythmées, parce qu'on sort toutes les semaines, nous, avec Aiki, dans ton podcast. On alterne le format qu'on est en train de faire tous les deux, et on alterne avec des émissions où on parle de films avec Jazz. Et donc voilà, on prépare des gros trucs arrivés. Je t'en dirai peut-être un peu plus en off, mais les auditeurs, on va laisser un peu de suspense, mais il y a du très très lourd qui arrive dans les prochains jours, ou qui sont peut-être déjà arrivés à vos oreilles. Parce que au moment où j'ai pas encore de date à laquelle va sortir cet épisode, mais on a des touches pour des belles collabs. Vraiment des très très belles collabs. Donc voilà, au moment où on enregistre, peut-être qu'elles seront faites, peut-être qu'elles seront pas faites, mais voilà, en tout cas, affaire à suivre. Peut-être prendre une autre envergure le podcast, qui sait, on ne sait pas. Mais en tout cas, je mettrai tous les liens dans la description du podcast pour que les gens aillent écouter ton boulot, aillent voir ton boulot sur les réseaux sociaux. Et puis nous, vous le savez, vous nous retrouvez aussi sur tous les réseaux sociaux. On a un peu délaissé X, on est un peu plus présent sur Blue Sky. On commence un peu plus à répondre, etc. On est sur Instagram, évidemment, et on continue à développer la chaîne YouTube qui du coup continue à bien grossir, et vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On va continuer à faire des lives parce que ça vous plaît et que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir sur les lives, donc voilà, c'est cool et ça nous pousse à continuer et puis à transmettre la passion des films d'arts martiaux. Donc voilà, mon cher Julien, merci à toi pour cette émission. Merci de nous avoir écoutés, c'était un plaisir. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de High Kick dans ton podcast. Ciao tout le monde. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.